Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et André Berkov est en face-à-face avec Violaine Guérin, qui est endocrinologue, gynécologue, fondatrice du mouvement Laissons les prescrire et qui a lancé l'appel du 9 janvier. L'appel du 9 janvier, oui, qui peut-être connaîtra autant de postérité que l'appel du 18 juin. Pourquoi pas? Parce que c'est important. Violaine Guérin, parce que le collectif Covid-19, laissons les médecins prescrire. Et ça veut dire ce que vous avez dit, collectif que vous avez cofondé avec un certain nombre de personnalités, on en parlera. Et vous dites, reprenons notre destin en main, recouvrons le pouvoir sur notre santé. Et vous avez fait donc une coordination santé libre avec un certain nombre de personnalités, de médecins, de soignants, de politiques, etc. Et vous dites, alors, corrigez-moi si je me trompe, cette coordination, donc, aujourd'hui, et vous représente 30 000 médecins, autant de soignants, c'est-à-dire une trentaine de mille soignants, et plus de 100 000 citoyens, c'est bien ça? Oui, c'est bien cela. Alors, elle existe depuis quand, cette coordination? Cette coordination, elle a été créée samedi dernier. À l'instigation d'un certain nombre de collectifs qui, depuis le début de la crise, trouvent qu'il y a certaines anomalies dans la gestion de cette crise sanitaire. Et en creusant un petit peu ce qui nous paraît un peu anormal par rapport par exemple au circuit de soins classique, eh bien, un certain nombre de collectifs se sont créés. Alors justement, vous parlez d'anomalies. Rentrons dans le vif du sujet, puisque vous avez quand même, c'est vrai, 30 000 médecins, c'est un nombre non négligeable, c'est le moins qu'on puisse dire, autant de soignants et plus de 100 000 citoyens. Alors, quelles anomalies, vous dites, laissons-les prescrire, justement, laissons les médecins prescrire, quelles anomalies, ça fait maintenant 1 an pratiquement, hein, que nous sommes dans cette crise et dans ce combat contre le Covid-19, quelles anomalies surtout? Alors le collectif Laissons les médecins prescrire, qui fait partie d'une dizaine de collectifs qui ont rejoint la coordination. Hein. Oui. Le collectif Laissons les médecins prescrire a été très vite mobilisé, entre autres parce que nous avons trouvé un circuit de soins préconisé qui était tout à fait anormal, premier point. Normalement, si vous avez des symptômes, vous prenez votre téléphone, vous allez voir votre médecin généraliste qui connaît bien votre dossier, qui connaît votre historique médical, qui connaît les traitements en cours, etc. Donc c'est vraiment la personne la plus à même de s'occuper de vous. Dites, parce que revoyons tout ça, vous dites premier mouvement quand même, vous allez voir votre médecin si ça va pas. Voilà. Et là, on leur a dit n'allez pas voir votre médecin, c'est un peu ça. N'allez pas voir votre médecin, appelez le 15, ce qui fait que beaucoup de personnes n'ont même pas été auscultées et pour nous, c'est une des raisons, entre autres, pour lesquelles beaucoup de gens ont fini en réanimation parce qu'on ne les a pas pris en charge alors qu'ils avaient déjà des symptômes cliniques, mais comme on ne les a pas examinés, on ne les a pas traités. Alors ça, c'était déjà un premier point un petit peu curieux. Et le deuxième point, surtout très fondamental, c'est que nous avons eu ces 2 décrets qui ont interdit l'hydroxychloroquine et entravé la liberté de prescription, ce qui n'était jamais arrivé dans notre pays. C'est vraiment la première fois? C'est la première fois. Dans l'histoire de la médecine française, c'est la première fois qu'on dit n'utilisez pas tel protocole ou tel... Exactement, parce que la liberté de prescription jusqu'ici avait à peu près été respectée, même si on voit depuis quelques années des références médicales opposables aux médecins, etc., dans une optique de cohérence, a priori, mais là, on va découvrir en fait d'autres choses. D'accord. Et donc cette alerte d'un grand nombre de médecins libéraux qui avaient déjà commencé, entre autres, en Alsace et en Lorraine, à traiter des patients avec les schémas classiques. Devant une pneumonie, en général, on utilise beaucoup la classe des macrolides, donc la classe de cette fameuse molécule, l'azithromycine. Et donc, c'était extrêmement interpellant d'avoir un blocage d'un protocole préconisé par en plus quelqu'un qui a un certain savoir-faire. Qui n'est pas un amateur total. En maladies infectieuses, et qui n'était pas en plus le seul à préconiser ce type d'approche. Parce qu'on parle que de Didier Raoult, mais il n'y avait pas que Didier Raoult. Voilà, pas que Didier Raoult. Et puis les Chinois avaient beaucoup déjà utilisé l'hydroxychloroquine, pas forcément en association avec l'azithromycine, mais sur cette épidémie Covid-19, il y avait déjà des publications chinoises. Et puis surtout, nous sommes beaucoup à être des chercheurs, même si on est des libéraux, à
avoir un passé de chercheur. Et Oui, donc, vous êtes endocrinologue aussi, et, enfin bon. oui, et puis j'ai beaucoup publié dans le passé, donc fait des recherches fondamentales. Donc moi, une des premières choses que j'ai faites, c'est d'aller regarder aussi la bibliographie du SRAS, donc du premier épisode, SARS-CoV-1, maintenant qu'on l'appelle Oui. CoV-1, et où on avait bien vu que l'hydroxychloroquine avait été utilisée, l'azithromycine et différents produits. Et c'est vraiment ce qui nous a poussé à créer ce collectif. Donc c'est pas le soutien au professeur Raoult, c'est d'être interpellé par cette interdiction de prescrire. Et puis ce qui a fait, on va dire, ce qui nous a beaucoup inquiété, c'est qu'on avait des médecins généralistes en particulier qui étaient très malades. Et il a fallu qu'on s'en occupe déjà. Moi, c'est comme ça finalement, quand on spécialiste, je me suis occupée de mes confrères généralistes qui étaient malades. D'accord. Et plus de Vous-même, vous avez eu vous-même à vous occuper d'eux. Enfin, voilà, de certains de leurs patients. Et puis en tant que gynécologue, je me suis aussi beaucoup occupée des femmes enceintes qui n'osaient pas aller à l'hôpital parce qu'elles avaient peur en fait d'être contaminées. D'accord. Et surtout, ce qui s'est passé, c'est que nous avons proposé à la Direction générale de la santé, au président de la République directement, au ministère de la Santé, de conduire une étude prospective avec le protocole recommandé par Monsieur Raoult, puisque c'était le seul en France qui était vraiment recommandé en traitement précoce. Et oui, il faut rappeler en traitement précoce. Parce qu'on a essayé de le coller des traitements d'hôpitaux, il dit ça marche pas, mais il l'avait dit lui-même, on savait que ça ne marchait pas. Et en tout cas, l'important c'est de traiter très précocement pour éviter les passages en réanimation, les complications qu'on observe aujourd'hui. Et donc nous avions 1000 médecins qui étaient prêts à entrer dans ce protocole. Donc, à quelle date ça, Violaine Guérin ? Ça c'était fin mars. Fin mars, d'accord. Juste au moment des décrets. Et ces 1000 médecins étaient donc capables de donner un consentement éclairé par rapport à la prise de traitement, le Plaquenil, enfin l'hydroxychloroquine, tout le monde le connaît, on en a souvent mangé en partant en Afrique ou de la chloroquine au moins. Et en plus, ces médecins étaient potentiellement surveillés par leurs propres confrères, donc une sécurité absolue dans la conduite de cette étude. Et Sanofi même était prêt à nous donner les boîtes de Plaquenil gratuitement. On n'avait pas il aurait fallu payer l'azithromycine puisque le labo anglais qui avait été sollicité n'avait pas donné le feu vert pour fournir ces produits. Et là, on n'a pas eu d'autorisation de... Vous avez été... Qu'est-ce qu'on vous a dit quand vous avez... En fait, il n'y a jamais eu de réponse. Mais les sollicitations ont été directement auprès de M. Macron, auprès de la Direction générale de la santé, auprès du ministère. Vous les proposez un traitement. Le protocole a été envoyé et ça a été envoyé par différentes voies. Et aucune réponse. Différentes personnes, aucune réponse. Voilà. Blocage en fait. D'accord. Et Sanofi nous disait tant qu'il n'y a pas de libération de l'eau possible, si on n'a pas le feu vert de la DGS de vous donner gratuitement ces boîtes, on ne peut pas le faire. Voilà. Donc ça devenait encore plus interpellant. C'est anormal. Oui, c'est en tout cas très. Oui, mais déjà, vous n'aviez pas été averti sur le fait que, enfin, vous l'avez été bien sûr, qu'Agnès Buzyn en janvier a classé l'hydroxychloroquine comme substance vénéneuse. Ou ça, on le savait, et c'était aussi une demande de Sanofi antérieure, en fait. Ah, c'est ça, c'était la demande de Sanofi, ça. Oui. Voilà, parce que officiellement, principe de précaution et harmonisation mondiale. Ce n'est pas lié à ça. En tout cas, des informations que j'ai, et elles sont probablement plutôt justes, parce que j'ai en fait un de mes anciens collaborateurs qui était directement responsable du produit au niveau monde. Donc voilà. D'accord. Donc il s'est passé ça, et alors c'est ça qui vous a amené à faire un mouvement, à prendre parti et à dire qu'est-ce qui se passe. Voilà, on a créé ce collectif, ce qui a permis aussi finalement d'avoir beaucoup de retours de médecins de terrain. Et de nous apercevoir que beaucoup de médecins avaient traité en fait leurs patients et que tout se passait bien avec l'azithromycine par exemple en particulier. Ils l'avaient fait d'eux-mêmes en tout cas. Oui, d'eux-mêmes parce que ce sont nos habitudes en fait. Les infections respiratoires, on les traite comme ça. Et puis vous vous appelez médecin traitant. Oui, on traite. On traite. D'accord. Donc il y avait beaucoup d'expérience terrain déjà, et puis petit à petit aussi, même assez rapidement, ce qui s'est passé, c'est qu'on est entré en contact avec des médecins de différents pays, parce que des médecins belges, suisses, espagnols ont rejoint le collectif. Alors ça, c'était un peu une surprise, mais on s'est aperçu qu'il y avait des positions, selon certains pays, qui étaient communes.
alors qu'on n'a pas forcément les mêmes habitudes thérapeutiques, etc., mais les mêmes prises de position des autorités de santé, etc. Donc après, on est allé un petit peu au-delà de nos réflexions purement médicales, parce que il n'y avait pas de logique médicale. Oui. Voilà. Et alors, vous êtes alors en allant au-delà de vos du statut médecin, je veux dire, du serment d'Hippocrate, vous êtes aperçu de quoi? C'est-à-dire, vous a dit, il faudrait qu'on agisse, qu'on sache, d'ailleurs, vous le dites ici, dites dans la coordination. Alors là, je vais au-delà du collectif, c'est tous les collectifs qui vous ont rejoint, ou en tout cas qui sont avec vous dans cette coordination. Vous dites, vous avez 3 populations cibles, les confrères et consoeurs médecins, les soignants et les scientifiques, et les citoyens. Alors, vous avez décidé d'aller plus loin. Pourquoi? À cause des citoyens, en disant, il faut avertir, il faut informer. On a décidé d'aller plus loin parce que aujourd'hui, au nom du sanitaire, on prend des mesures liberticides qui ne se justifient pas. Donc c'est très important que la population le sache. Vous dites carrément liberticide. Ah bah oui. Oui, parce qu'en fait, dans le Code de santé publique, vous avez un article qui s'appelle 131.1 qui permet en fait de gérer une épidémie. Et on nous a annoncé en février une immense catastrophe type Ebola ou autre. Pandémie mondiale, voilà, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas avec le recul. Donc bien entendu, déjà, nous avons été interpellés par ces mesures anormales, ces décrets, etc. Mais aujourd'hui, quand on entend la prorogation de l'état d'urgence sanitaire, etc., que les gens ne peuvent pas circuler, qu'il y a des couvre-feux, etc., ça ne se justifie absolument pas sur le plan médical. Et ce d'autant plus qu'avec le temps qui est passé, d'autres médicaments ont été évalués et on sait très bien qu'on peut traiter les gens en phase précoce. Alors oui, vous alors on va en parler, on va continuer à en parler avec vous, bien sûr, Violaine Guérin, mais vous dites, vous répondez à ceux qui, quand ils entendent ce discours, ils disent, mais enfin, c'est complètement imprudent, si ce n'est plus. Vous savez très bien que le virus se répand par les contacts, etc. C'est irresponsable. Vous répondez quoi? Bah écoutez, on répond que premièrement, il y a des solutions thérapeutiques, qu'on est dans une infection dont le pronostic est bon si les gens sont pris en charge rapidement. Effectivement, il peut y avoir des complications si ce n'est pas pris en charge, mais au même titre que des années où il y a eu des grippes extrêmement graves, par exemple, et où il peut y avoir des complications respiratoires graves. Après, il y a des petites subtilités avec ce type de virus. On en parlera après. Toute petite pause. Merci. Et n'oubliez pas que vous aussi, vous aurez la parole dans quelques minutes au 0826 300 300. Venez justement poser des questions à Violaine Guérin. Et on donnera d'ailleurs la parole aussi à Alain Houpert, sénateur. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Mais tant qu'il y aura André Berkoff, les carottes ne seront jamais cuites. Et André Berkoff est bien là avec son invité, le docteur Guérin, je rappelle, endocrinologue, gynécologue, fondatrice du mouvement Laissons-les prescrire. Et elle vient nous parler non seulement du manifeste des libertés et de l'appel du 9 janvier. Appel du 9 janvier. Et 9 janvier, c'était avant-hier, il y a 3 jours. Reprenons notre destin en main, recouvrons le pouvoir sur notre santé, avec, je veux dire, tout de suite la coordination qui représente déjà 30 000 médecins, autant de soignants et plus de 100 000 citoyens qui ont signé un manifeste dont on reparlera. Mais auparavant, je voudrais quand même, pour être précis, vous dites, Violaine Guérin, vous dites il y a un problème, on a outrepassé ce qui suffisait tout à fait, le code de santé publique, l'article 131.1. Alors, pour nos éditeurs, pour tout le monde, on est tous concernés. En quoi on a outrepassé? Qu'est-ce que c'est que cet article, rapidement? C'est un article qui est dans le Code de santé publique et qui donne à l'État les moyens de gérer une pandémie. Donc il n'y a pas besoin de rajouter des couches supplémentaires. On n'a pas besoin d'état d'urgence sanitaire, etc. Surtout, on n'a pas besoin d'état d'urgence sanitaire qui ne se justifie en plus pas du tout aujourd'hui, vu le recul qu'on a sur la crise. Donc toutes les programmations de prolongation de l'état d'urgence sanitaire, aujourd'hui, sont illégitimes. Ah oui, vous parlez carrément illégitimes. Sont illégitimes. L'État a tous les outils dans le Code de santé publique pour prendre les bonnes mesures pour protéger les citoyens. Mais quand vous dites aujourd'hui, par exemple, couvre-feu à 18h, couvre-feu à 20h, vous vous dites c'est illégitime carrément? Déjà, il n'y a pas de rationnel scientifique à mettre en place un couvre-feu.
à cette heure-là. C'est pas à cette heure-là que le virus va plus se promener qu'à 7 heures du matin ou autre. Donc déjà, il y a aucune base scientifique. Et pour les mesures de confinement, etc., il y a également aucune base scientifique. Et pour la plupart des mesures qui sont prises aujourd'hui, il serait important que les juristes bougent et demandent les preuves de ce qui est asséné. Il y a des collectifs du juriste d'ailleurs qui se mettent à bouger. Mais oui, ils sont il pas faut avec vraiment, vous. Oui. il faut vraiment qu'ils s'activent, quoi, qu'ils se coordonnent, parce que comme nous, sur le plan médical, on se coordonne pour montrer que c'est pas des personnes qui contestent dans un coin, etc. Il y a vraiment urgence à remettre la vie dans ce pays. Alors justement, on va en parler aussi avec Alain Houpert, notre ami Alain Houpert. Alain Houpert est sénateur de la Côte d'Or. Il est radiologue. Bonjour Alain Houpert. Bonjour André, bonjour Violaine. Alain Houpert, vous étiez à cette réunion du 9 janvier, dans laquelle cet appel. Alors pour vous, vous êtes à la fois politique et vous êtes médecin. Pour vous, cela correspond à quoi? C'est à votre avis, il faut vraiment une prise de conscience de tout le monde, des responsables, du public, à propos de ce qui se passe? Oui, il faut une prise de conscience. J'ai l'impression qu'on est dans une politique au doigt mouillé. Hein, vous voyez, on sent le vent. La question que je me pose, est-ce qu'on peut encore croire et faire confiance à des gens qui se sont trompés plusieurs fois, qui ont toujours eu raison, qui ont eu tort, qui ne se sont pas remis en question? Ils peuvent peut-être un jour avoir raison après s'être trompés, non, Alain Houpert? Oui, la vérité est plurielle. Et elle change. Mais un parlementaire, c'est aussi quelqu'un, c'est une courroie de transmission. Hein, donc je vois mes patients, mais je vois aussi beaucoup de citoyens. Et là, on est dans une crise de panique. Les gens n'entendent que des horreurs. Les gamins sont en déconfiture. Les parents ont peur pour leurs gamins. Les Français, ce sont les Français qui font nation. Ouais. C'est pas la technocratie qui fait nation. Il faut faire confiance aux Français. Et, comme l'a dit Violaine Guérin, il faut retrouver la confiance, la liberté de prescrire. L'acte médical, c'est une relation entre un patient et un médecin. Obliger les médecins à dire eh bien, rentrez chez vous, ça va s'arranger, attendez que ça s'aggrave. Et le traitement, c'est pas la réanimation. Le traitement, il y a des tas de traitements qui marchent, qui améliorent. Le but, c'est d'éviter la réanimation. J'ai l'impression qu'actuellement, le seul traitement qui existe, c'est la réanimation. Ben non, c'est une maladie virale qui est certes sévère, qui fait peur, mais il faut que les patients se sentent pris en charge. Ils ont l'impression d'être laissés pour compte, être traités au fil de l'eau, pas par des médecins. Le traitant, c'est le gouvernement, quoi. On a l'impression que c'est le gouvernement qui traite les patients. Ben non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est les médecins qui traitent leurs patients. Oui, merci Alain Houpert, merci, c'était important d'avoir votre témoignage. D'ailleurs, nous allons revenir sur tout cela, puisque la coordination de fait commencer, on va parler du manifeste, et on va parler effectivement de ce que vous lancez, Violaine Guérin, l'appel aux citoyens. Mais une chose, quand même, vous dites dans votre communiqué, la coordination sans conflit d'intérêts. Et vous dites surtout, nous sommes un conseil scientifique indépendant. Ça signifie quand même que vous vous impliquiez, que le conseil scientifique aujourd'hui en place, qu'on en entend autour du gouvernement et du président de la République, n'est peut-être pas le plus idoine pour traiter la chose, franchement. C'est un problème, et donc merci de me donner l'occasion de répéter que je n'ai pas de conflit d'intérêt. Oui. Ni vous, ni les gens qui sont dans votre coordination. Ni les gens de la coordination. Et un de nos premiers objectifs, effectivement, est la création d'un conseil scientifique indépendant. Oui. C'est très fondamental parce que la médecine, ces dernières années, a évolué de façon très particulière et beaucoup sous l'emprise de l'industrie, qui s'est infiltrée, on va dire,
en lobbying au niveau de l'agence européenne, au niveau de notre propre agence de santé, et on voit très bien qu'il y a énormément de conflits d'intérêts dans le Haut Conseil et dans beaucoup de ces instances qui gèrent la crise. Ce qu'on veut dire conflit d'intérêts, c'est que vous avez, pour être précis, on ne va pas nommer de nom, c'est pas le problème, ne pas le nommer, mais que vous avez des médecins ou des professeurs qui effectivement travaillent et touchent de l'argent de laboratoires et d'entreprises pharmaceutiques. Oui, et puis ce sont pas des petites sommes, hein, ça peut aller jusqu'à 1 demi-million d'euros, etc. Donc c'est extrêmement complexe, et moi ce qui m'interpelle, c'est que tout médecin doit déclarer ses conflits d'intérêts quand il prend la parole dans la presse, et on n'a absolument pas entendu les personnes qui sont sur les plateaux de télé ou de radio. C'est la loi qui le demande d'ailleurs. C'est la loi qui le demande pour le corps médical, et je suis étonnée, que nos confrères n'aient pas souscrit à cette obligation, 2, que le Conseil de l'Ordre n'ait pas rappelé à tout le monde qu'il fallait le faire, et 3, que les médias n'ont pas imposer également cette obligation. Donc on a très bien vu, par exemple avec le Remdesivir, la catastrophe que cela a faite, puisque beaucoup de personnes ont été rémunérées par Gilead, et on a eu une autorisation de mise sur le marché totalement aberrante au niveau européen et dans d'autres pays. 1 milliard d'euros dépensés pour l'achat de Remdesivir, et l'OMS a dit que c'était pas valable pour le Covid-19. C'est un produit qui est toxique, qui n'est pas efficace, et un des objectifs d'ailleurs de notre coordination va être de demander le remboursement pour les citoyens français de la quote-part versée par l'État français à ces achats de Remdesivir. Voilà. Alors c'est un exemple, mais il y a sur d'autres aspects. Donc effectivement, ce que vous dites aussi, ça fait partie de la chose. Il faut de la clarté, de la transparence, Véronique Guérin. C'est indispensable. Et il faut de la clarté sur les traitements, parce qu'en fait, il n'y a pas que l'hydroxychloroquine qui est efficace. Et alors, on a parlé de l'ivermectine. Oui. Est-ce que c'est efficace aussi? Enfin, on a parce qu'on en parle beaucoup, mais... c'est une molécule qu'on connaît extrêmement bien en France. Les médecins généralistes la connaissent bien, les dermatologues la connaissent bien, parce que déjà, de base, c'est le traitement de la gale. Donc, c'est assez fréquent qu'il y ait des gales par-ci, par-là, dans les écoles ou autres, ou dans les hôpitaux. Et c'est un traitement qui est parfaitement bien toléré. Des études ont débuté dès le mois de mars sur l'ivermectine, et dans différents pays du monde. Et là, nous avons du recul avec des publications internationales sur le sujet qui montrent une efficacité extrêmement rapide et très puissante. Écoutez, on en accepte l'augure, évidemment. On continue d'en parler avec vous, Véronique Guérin, avec cette coordination, avec Laissons les médecins prescrire, et avec vous, auditeurs du Sud Radio. Et voilà, puisque c'est à votre tour de prendre la parole et de venir intervenir dans cette émission, réagissez au 0826 300 300. Justement, Véronique Guérin est encore là, donc venez l'interpeller, lui poser des questions. N'hésitez pas. Et vous pouvez aussi revenir sur les autres sujets. On vous donnera la parole. À tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Et oui, c'est à vous de prendre la parole et de venir intervenir, poser des questions justement au docteur Guérin qui est encore avec nous. On vous donne la parole au 0826 300 300. Allez, on donne la parole à Christophe qui nous appelle d'Angers. Bonjour Christophe. Oui, bonjour Christophe. Bonjour de la Loire, fraîche, mais voilà, belle année à vous tous et toutes. Et vous aussi. Je voulais remercier Madame Violette Guérin. Alors j'ai fait une recherche sur Internet, ça a été compliqué de trouver le site et l'appel du 9 janvier. Oui. Je pense qu'il y a vraiment des problèmes dans nos médias. Et ça, vous le connaissez, ce sujet là mieux que moi. Ensuite, j'ai 2 questions à Madame Violette Guérin. La première, c'est celle de l'obligation du port de masque qui est fait à nos enfants. Moi, je vis ça comme un déshonneur, je le vis pas bien. J'ai même rejoint récemment un collectif. Je voulais avoir son avis là-dessus. Et puis, hier, j'ai été voir mon médecin généraliste, avec qui nous avons discuté et qui, lui, visiblement, parle prudemment, car il semble qu'il y ait une pression sur les généralistes assez importante, des clivages avec des collègues, des courriers de bureaucrates. Et moi, j'avais été le voir parce que ma mère, Alzheimer, est en EHPAD et que je voulais lui poser la question de la vaccination.
Il m'a dit qu'il était ni pour ni contre, mais très prudent. Donc avec ma sœur, on m'a dit qu'on n'autorisait pas cette vaccination et qu'il avait reçu un formulaire qui ressemblait vraiment à ses études cliniques grandeur nature. Donc je me demande si effectivement les vaccinations auprès des personnes âgées ne vont pas être l'examen clinique grandeur nature. Voilà ce que je voulais dire. D'accord. Violaine Guérin, donc port du masque enfant, dit Christophe, et puis les vaccinations, les EHPAD, enfin le problème. Alors le port du masque, pour faire très court, l'infection est essentiellement transmise de façon manuportée. Donc ce qui est important, c'est plutôt de se laver les mains avec le savon de Marseille, tout simplement, puisque c'est un savon gras et que ce virus n'aime pas le savon. Le port du masque n'est pas légitime et on est assez inquiet sur des complications potentielles sur le développement des enfants. En tout cas, les Danois ont fait une très grande étude qui a été publiée et qui montre qu'il n'y a pas d'intérêt à porter pour les enfants. Pas d'avantage à porter le masque pour les enfants. Pour les enfants. Le masque, on rappelle, je suis pas anti-masque. Je porte des masques à mon cabinet quand c'est légitime. Si moi je suis malade et ou enrhumé et que je dois examiner des patients, quand je vais dans un bloc opératoire où je demande à mes patients de porter un masque si eux ont des symptômes. Mais voilà, là il y a une déviation totale du port du masque. Et alors, et en ce qui concerne les EHPAD, d'abord petite pression. Son médecin généraliste dit attendez, je suis prudent, le vaccin, je vais voir ou pas. Et vous dites, et quand on a parlé, Violaine Guérin, vous dites qu'il faut d'abord la liberté du patient, quel qu'il soit. On choisit de se vacciner ou pas. Parce qu'effectivement, moi non plus, je suis pas anti-vaccin. Mais voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce que on peut vous répondre. Alors, je me fais l'avocat, non pas du diable, mais du gouvernement. Nuançons. En disant, oui, mais attendez, écoutez, il y a un vaccin. Maintenant, regardez, 4 millions en Chine, presque autant en Amérique, en Israël, ils sont déjà 1,5 million, etc. Pourquoi ne le feront pas et pourquoi, effectivement, alors vous ne voulez pas, effectivement, il n'y a pas d'obligation, mais quand même, ils parlent déjà de passeport ou etc. Quel est votre avis là-dessus? La liberté, à la fois de prescription des médecins ou la liberté de recevoir tel ou tel traitement d'un patient sont deux piliers absolument fondamentaux de la médecine. Donc ça doit pas être discutable. Aujourd'hui, c'est effectivement mis en cause. Alors les médecins généralistes en reçoivent, et même nous les spécialistes, pour que vous vous rendiez compte, on reçoit globalement entre 10 et 15, voire 20 mails toutes les semaines de la Direction Générale de la Santé. Toutes les semaines, 20 mails par semaine. Oui, par jour, on en a 3-4, souvent. La Direction Générale de la Santé. Amélie, enfin le système de santé, quoi. Bien sûr. Et avec énormément de pression et d'injonctions. Donc, on s'est aperçu, et c'est une des raisons justement de la coordination, c'est un des objectifs de la coordination, de créer des centres de discussion régionaux entre médecins, parce que beaucoup de confrères ont peur déjà, puisqu'il y a des menaces de déconventionnement, puisque c'est passé entre Noël et Jour de l'An, cette information, des menaces de radiation par le Conseil de l'Ordre, donc des médecins qui ont peur. Bien sûr. On comprend. On peut comprendre, voilà. Donc c'est vrai que certaines personnes disent ce sont les vieux médecins qui parlent, mais c'est parce que peut-être qu'on n'est pas très loin de la retraite et qu'on prend la parole pour nos plus jeunes, pour les défendre. Et puis, avec les informations et désinformations permanentes, c'est vrai que même des médecins qui pourtant ont du bon sens se mettent à douter de ce qui est possible. Donc c'est très important. On fait un appel. Mais que peut faire alors le patient? Il entend son médecin généraliste, il ne sait pas, et il se décante. D'ailleurs, son médecin généraliste a été très honnête. Il a dit écoutez, je ne sais pas. Et eux ont décidé, par exemple, de ne pas vacciner leur mère, enfin ne pas faire vacciner leur mère qui est dans une EHPAD. Au fond, est-ce que vous dites aujourd'hui, écoutez, laissons faire le temps, et qu'est-ce que vous dites aux gens qui disent, et on a entendu ça, certains journalistes même, qui n'y connaissent pas grand-chose, mais ça ne fait rien, certains médecins, écoutez, ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, il y a un passeport, et on voit très bien certaines personnes, un restaurateur qui dit, écoutez, moi, je n'admettrai pas chez moi certaines compagnies d'aviation, ceux qui n'ont pas été vaccinés. Parce qu'on va vers ça. Ça, c'est absolument catastrophique, comme discours. Ça va entraîner des ségrégations, des inégalités, et puis surtout, faut revenir à la base, c'est
absurde. Ça n'a aucun sens. On est sur une épidémie avec des traitements possibles précoces. On est sur une épidémie virale avec un virus, comme beaucoup de virus, qui mutent en permanence. Donc il ne faut pas se leurrer. Quand on entend le variant anglais et compagnie qui nous arrive dessus, nous, il ne nous inquiète pas, ce variant anglais, parce qu'il est nettement moins pathogène. Donc il faut juste avoir la même approche, en fait, traiter avec les traitements qui sont disponibles. On fait peur aux gens en disant qu'il est très contaminant, mais c'est pas ça le problème. Le problème quand on a un virus, c'est de savoir s'il est capable de faire énormément de dégâts ou pas. Et puis au niveau des immunisations, ce qui est très important, c'est de savoir que là on va vacciner des personnes avec certains types de vaccins déjà qui ont été développés de façon beaucoup trop rapide, avec des nouvelles techniques qu'on n'a pas, à mon sens, bien évaluées déjà. Et il y a quand même beaucoup de communication, nous, qui nous inquiète, en particulier avec des confrères et des consoeurs qui ont été vaccinés dans certains pays en première ligne, qui sont morts ou qui ont fait des chocs anaphylactiques graves. Donc ça, c'est quand même à... Enfin, sur 1 million à 4 millions, on aurait eu quand même beaucoup plus de résultats. Enfin, vous savez, on n'entend pas beaucoup dans la presse française, justement, ces problématiques d'événements indésirables qui sont signalés dans les différents pays. Hein. Donc, sans vouloir faire peur aux gens, c'est très important, en tout cas, de respecter la volonté ou pas d'une personne de se faire vacciner en connaissance actuelle des données de la science. Absolument. Voilà. Mais juste, docteur Guérin, encore une question à ce sujet sur la liberté de choix de se faire vacciner ou pas. Les enfants aujourd'hui sont obligatoirement vaccinés pour entrer à l'école. Ils reçoivent à peu près 11 vaccins. Donc là, il n'y a pas de liberté de toute façon. Donc en fait, il n'y a pas de liberté par rapport à ça. Effectivement, ça peut questionner parce qu'il y a certains pays qui laissent totalement la liberté. Après, il y a des vaccins qui indéniablement sont extrêmement utiles. Hein, mais il faut toujours mettre en perspective le bénéfice-risque. Faire un tétanos, je peux vous dire que c'est pas une partie de plaisir de faire un tétanos. Donc la vaccination antitétanique a énormément apporté. La vaccination antipoliomyélitique a énormément apporté. Bien sûr. Après, voilà, voyons les bénéfices-risques. La variole et tout ça. C'est très important. Hein. Allez, vous continuez de nous appeler 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et André Berkov, toujours avec le docteur Guérin, endocrinologue, gynécologue, à chaque fois j'arrive pas avec ce mot, hein, fondatrice du mouvement Laissons-les prescrire. Et puis surtout avec vous, hein, qui nous appelez au 0826 300 300. Tout de suite, on va donner la parole à Mohamed, qui nous appelle de Perpignan. Bonjour Mohamed. Oui, bonjour Mohamed. Bonjour Monsieur Berkov, bonjour Madame Guérin. Voilà, je voulais vous poser une question au sujet des vieux médicaments. Est-ce qu'on peut utiliser des vieilles molécules contre le Covid-19 et est-ce qu'un médecin peut les prescrire sans l'autorisation du gouvernement? Voilà, c'est la question que j'aimerais poser à Madame Guérin. Et puis, une autre question, est-ce que les médicaments contre l'épilepsie peuvent aider contre le Covid-19? Merci Mohamed. Violaine Guérin. Alors oui, les médecins, quand ils ont la liberté de prescrire, peuvent prescrire les vieux médicaments, bien entendu, et hors AMM, c'est-à-dire les libellés pour lesquels ils ont eu l'autorisation de mise sur le marché. Voilà. Mais avec les vieux médicaments, en fait, ils étaient enregistrés d'une autre façon par les agences, enfin, c'était par l'agence française. Maintenant, il y a des processus d'enregistrement sur l'agence européenne, donc les libellés peuvent différer. Oui, parce qu'il y a des vieilles molécules qui servent, enfin, qui sont efficaces. Évidemment, elles coûtent moins cher que les nouvelles molécules. Et du coup, souvent, on les oublie dans les prescriptions, alors qu'elles sont tout à fait aussi efficaces. Je ne parle pas que du Covid, je peux parler de certains hypocholestérolémiens et de certaines bonnes vieilles molécules. Voilà. Et alors, en ce qui concerne, est-ce qu'il y a, par rapport au remède contre l'épilepsie, est-ce que... Alors là, je ne vois pas de quoi parle monsieur, ni de quelle molécule spécifiquement. Ouais. Et ce qui est de toute façon, pour lui répondre, ce qui est important, dès lors qu'on veut utiliser une classe un peu atypique par rapport à une problématique donnée, c'est de conduire des études cliniques et de vérifier l'efficacité par rapport à un comparateur, idéalement. Voilà ce qu'il faut faire. Je voulais demander à Madame Guérin sur le vaccin ARN. D'après certains articles, aux États-Unis, ils ont plus de 3000 cas avec des comment on appelle ça, des effets secondaires. Des effets secondaires. Est-ce qu'elle est au courant? Est-ce que
Mais en fait, des études plus ou moins graves. Ouais. Martin Voilà, personne nous en parle. Oui, Violaine Guérin. Oui, en fait, ce papier fait référence à l'étude de phase 3 du laboratoire Pfizer, où effectivement, il y a eu beaucoup de personnes qui ont nécessité un arrêt de travail, hein, donc c'est ce qu'on appelle une ITT en France. Et c'est même ce qui est étonnant aussi dans le dossier, puisque là c'est le dossier d'enregistrement, on a un certain nombre de personnes pour lesquelles on n'a pas eu de suivi, ce qu'on appelle des perdus de vue entre guillemets, par rapport au suivi théorique. Ils auraient dû revenir en consultation, donner des informations, etc. Et ça fait justement partie de nos inquiétudes sur ces études qui sont menées beaucoup trop rapidement. En revanche, Violaine Guérin, j'ai du mal. Violaine Guérin, vous avez un dossier quand même, vous dites, qui rassurerait quand même nos auditeurs par rapport justement à l'ampleur des dégâts, par rapport à l'immunité. Oui, il y a eu un article dans la revue Science, donc qui pour le moment n'est pas encore aussi corrompu que le Lancet ou autre. Ou le English Journal of Medicine. Voilà. Donc qui est paru en 2020, et c'est une très grande étude qui a montré que les gens qui avaient fait un Covid avec un diagnostic de certitude, hein, puisque pendant un longtemps on n'a pas eu de test pouvant assumer la certitude de diagnostic. Cette étude qui a été publiée donc par Monsieur Weinberg et collaborateurs a montré que dans 98% des cas, les personnes avaient acquis une immunité. Ceux qui avaient eu le Covid avaient une sérologie positive. 98% des cas. Oui, voilà. Et c'est très important de lire cette étude. Alors elle est en anglais, hein, donc on sait très bien qu'en France on n'est pas très bon sur l'anglais. Donc peut-être qu'on peut se dire que les journalistes spécialisés dans la santé ne les ont pas lus, ou que certes. Bon. Vous voyez ce que je veux dire. Il faut arrêter de faire peur aux gens. Moi, j'ai aussi un cursus en fac de sciences d'immunologie, donc je connais très bien le sujet, et c'est en partie une partie de mes recherches fondamentales. Voilà, quand on croise un agent infectieux, en général, on s'immunise. Si on n'est pas immunodéprimé, ce qui peut être le cas, par exemple, des personnes qui ont eu des chimiothérapies, ou le sida, ou autre. Ou des personnes âgées qui ont des comorbidités, c'est encore autre chose. Mais même globalement, elles vont s'immuniser. Hein. On s'immunise. Et ça, moi, maintenant que j'ai 60 ans, hein, donc du recul sur la médecine, je suis époustouflée, justement, de la mémoire du corps. Oui, la mémoire du corps. Je travaille sur un autre sujet qui est le sujet des violences sexuelles, et le corps se souvient des agressions, et on immunise. Y compris dans les virus. L'immunité, le corps se souvient. Voilà. On fabrique des anticorps, et il faut arrêter de faire peur aux gens en disant qu'ils ne vont pas s'immuniser. En revanche, ce qui est très important à comprendre par rapport aux mutations, c'est que vous vous êtes immunisé contre un virus en particulier, avec une conformation bien spécifique, et vos anticorps vont reconnaître ce virus. Après, si les mutants sont extrêmement différents au niveau des conformations, il va falloir réacquérir une autre immunité. Mais il y a quand même beaucoup d'immunités croisées. Hein, donc c'est ça qui est intéressant. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça. Ne cédons pas à la panique, mais soyons très lucides et vigilants, parce que il faut être vigilant. Mais vous savez, tous les ans, tiens, vous me donnez l'occasion de dire quelque chose de fondamental. Tous les ans, en semaine 42 à peu près, on sait que les épidémies de type viral vont partir. Donc grippe A, grippe B, coronavirus, tous les ans, semaine 42, ça part. D'accord ? Et en général, c'est ces fameuses courbes en cloche qui se terminent vers le mois de mars. Donc, pourquoi j'insiste là-dessus ? C'est pour vous dire que il faut qu'on arrête de donner des chiffres cumulés sur le Covid. Parce qu'on fait peur aux gens en leur disant 60 000, 100 000, 120 000, 200 000 cas, etc. Pour toutes les infections virales, on remet les compteurs à zéro en semaine 42. Donc là, ça aurait été vraiment... Faut dire légitime. C'est de 42 à mars, oui, c'est ça. Ça aurait été légitime de remettre le compteur Covid-19 à zéro en semaine 42. Semaine 42, ça veut dire c'est quand ? Attendez, c'est vers le mois de novembre. C'est vers le mois de novembre, d'accord. Et vous disiez qu'au mois de novembre, il fallait plus redonner le compteur, enfin, plus le cumuler, mais remettre à zéro. Mais oui, parce que là, on vous dit pas, on en est à 3 millions de grippes, de cas de grippe depuis de tels variants depuis qu'on l'a identifié. Vous voyez ? C'est pas très normal tout ça. Pas mal de le rappeler, ça. Allez, on continue de donner la parole aux auditeurs, et on va à Libourne. On va donner la parole à Philippe. Bonjour Philippe. Oui, bonjour Philippe.
Oui, bonjour André, bonjour à votre invité. Bonjour Clémence. Alors moi je voudrais dire qu'on vit dans un monde formidable parce que je remercie le bon Dieu d'avoir permis à ma fille d'attraper la gale dans une de ses colonies de vacances. Oui. Parce qu'elle me l'a ramenée il y a quelques années, il y a 2 ans. Et du coup, on lui a fait un traitement à l'ivermectine, qui a très bien marché. Ouais. Et il me reste 4 cachets, figurez-vous, à la maison. Et en fait, j'ai l'impression d'avoir un trésor, si vous voulez. Dans ma pharmacie, c'est le trésor, quoi. Parce que, alors, plus sérieusement, en fait, moi, je discutais avec un ami il y a 2 jours de ça. On s'étonne, tout le monde s'étonne. Les gens ordinaires, vous savez, on est moins bêtes, je pense, que ceux qui nous dirigent, les grands princes, comme vous dites. Parce que nous, on se demande tous pourquoi on essaye de nous refourguer des vaccins et de nous mettre sous Doliprane pendant 15 jours quand on a le Covid, alors qu'on a quelques médicaments qui sont testés depuis des années sur des milliards de gens depuis qu'ils existent, et que pour l'ivermectine, il y a des études randomisées qu'il n'y avait pas pour l'hydroxychloroquine. Les Australiens ont fait des études randomisées, tout est prouvé que ça marche, que ça enlève le Covid en 48 heures, mais il n'y a rien, c'est le blackout dans les médias. Alors à part vous sur Sud Radio et vos invités qui défrayent la chronique médiatique, on va dire, à part ça, c'est le blackout, alors que l'ivermectine, il y a un nombre d'études randomisées. J'engage les auditeurs à aller sur Internet, vous tapez ivermectine Covid-19 sur Google, vous allez avoir 15 ou 20 études qui montrent que ça marche. Alors je comprends pas pourquoi je comprends pas pourquoi c'est pas la révolte, parce que justement là il y a un traitement, on n'a pas besoin des vaccins farfelus ou pseudo-farfelus qui nous sont proposés. Voilà. Encore autre chose, mais effectivement, Violaine Guérin, voilà, effectivement, on n'en parle pas. Il faut aller sur Internet pour voir ce qui se passe. C'est intéressant quand même ce que dit Philippe, c'est que voilà, il y a des choses qui sont là et on ne les utilise pas. Oui, vous avez rappelé tout à l'heure qu'on avait édité un manifeste qui s'appelle le manifeste La 4e Voie. Et on invite qui vient d'être édité, qui est édité, et on invite tout le monde à le signer sur manifeste au pluriel le petit tiret du 6 liberté au pluriel sans accent.org. Attendez, on va le redire parce que c'est important que vous notiez. Prenez vos stylos ou vos ordi. Alors manifeste au pluriel. Manifeste, au pluriel. Voilà. Oui. Tiret du 6. Liberté au pluriel, sans accent sur le et. Oui. .org. Et dans ce manifeste, qu'on appelle la 4e voie, on a rappelé justement l'ensemble des traitements, puisqu'on peut aussi ajouter la doxycycline et d'autres médicaments qui sont importants et qui ont fait l'objet de tests. Donc ce manifeste est très important parce que déjà il a été signé pour le moment par plus de 74 000 personnes, dont beaucoup de médecins. Et manifeste 4e. La 4e voie. La 4e voie. Voilà, la voie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gouvernement nous martèle dépister, isoler et traiter, dépister. Non, ils oublient traiter. Non, ils oublient traiter. C'est la 4e. Dépister, isoler. Ouais. Diagnostiquer, les fameux tests, voilà. Et j'en profite aussi pour dire à vos auditeurs, surtout ne vous faites pas tester sans prescription médicale, sans examen clinique, parce que les tests ne fonctionnent pas bien, ils créent beaucoup de faux positifs, et c'est un peu l'outil qui permet de parler de cas. Et je rappelle que... Et on dit 400 millions de testés, de positifs, etc. Voilà. etc. Et en fait, un cas n'est pas un malade. N'est pas un malade, oui, il faut donc, si on rappelle qu'il y a énormément... Un test positif n'est pas un malade. Exactement. Hein. Et un mort avec le Covid n'est pas un mort du Covid. N'est pas forcément un mort du Covid. Pas forcément, mais voilà. Il l'est quelque part. Ouais. Donc, il peut l'être, mais il peut être mort d'autres choses, effectivement. Donc, c'est très important de rappeler ça et d'encourager vos auditeurs à signer ce manifeste. Et nous avons dans ce manifeste également la liste des médecins qui sont engagés sur ce manifeste. Il y a les médecins signataires. Les médecins signataires, voilà, okay. Il y a un petit qui vous montre qu'on n'est pas tout seul à dire ça aussi, hein, voilà. C'est important. Et qu'il y a des médecins qui soignent. Et vous vouliez évoquer, juste avant que Clémence, que nous reprenions avec nos auditeurs, vous vouliez évoquer Stop Covid-19. Oui, sur stopcovid19.today.
TODAY, un peu d'anglicisme. Ouais, aujourd'hui, mais today. Oui. Stopcovid19.today. C'est ce qu'on a créé. Allez, on vous donne des tas de renseignements. Vous n'avez plus d'excuses, auditeurs de Sud Radio. C'est ce qu'on a créé, le serveur qu'on a créé dès le mois de mars, sur lequel vous pouvez trouver énormément d'informations, de publications et également les résultats de l'étude que nous avons fini quand même par faire et qui montre une différence statistiquement significative quand on traite les patients, soit avec azithromycine seule, soit avec azithromycine plus hydroxychloroquine. Soit pour les autres. Nous, on a fait notre étude qui est publiée au niveau international. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est très important. Allez, on continue de tout mettre sur la table avec vous, auditeurs de Sud Radio. Vous nous appelez au 0826 300 300. On vous attend. À tout de suite. Et toujours avec Violaine Guérin du collectif Covid-19 Laissons les médecins prescrire, qui viennent de lancer à l'appel du 9 janvier Reprenons notre destin en main, recouvrons le pouvoir sur notre santé. Et vous dites en bas, quand même, vous dites juste à la fin de la note, Violaine Guérin, vous dites, enfin les autres, vous dites le collectif de médecins Covid-19 Laissons les médecins prescrire. Après avoir réclamé en mars 2020 la liberté d'autoprescription, des protocoles, et vous dites veille à ce que la médecine, donc ce collectif, veille à ce que la médecine ne soit pas utilisée comme alibi pour maltraiter les populations. Vous y allez fort quand même. On y va fort, mais... Alors, vous estimez que donc, en fait, quelque part, l'État, le gouvernement, maltraite les populations. Oui. Je ne sais même pas s'il faut dire on y va fort. C'est juste. Je vous pose la question. On est très interpellé parce que l'histoire, quand même, on s'en souvient un peu à travers les siècles. C'est extrêmement choquant quand la médecine est utilisée pour maltraiter les populations. C'est pas la première fois que ça se passe. Donc aujourd'hui, l'état est catastrophique au niveau de la France. Tout à l'heure, je vous entendais un petit peu parler avec les jeunes. Vous savez qu'il y a énormément de suicides de jeunes en ce moment. Les jeunes n'arrivent pas à trouver de stage. Il y a des ruptures dans leur parcours. C'est une catastrophe totale. C'est une catastrophe au niveau des entreprises. Alors, bien sûr, il y a quelques personnes et quelques structures qui ont gagné beaucoup d'argent pendant cette crise. Si on voit les restaurants, si on voit les PME, les TPE, etc. C'est absolument catastrophique. Les dépôts de bilan ont commencé. Il y a des suicides d'entrepreneurs. Et aujourd'hui, vraiment, on ne peut pas vous dire que ça se justifie, toutes ces mesures, avec ce qui se passe au niveau sanitaire. Donc, c'est important d'alerter. C'est vraiment très important. Sinon, on ne vous alerte pas. Oui, qui le fera? Qui le fera? Vous dites. Écoutez, on vous écoute. Clémence. Et puis, on vous écoute et on vous donne la parole. On va aller à Besançon. On va donner la parole à Sébastien. Bonjour, Sébastien. Oui, bonjour, Sébastien. Bonjour André, bonjour Clémence. Bonne année. Bonne année. Merci, on va bonne année. commencer par les bonnes choses. Alors moi, en fait, ça va tout à fait dans le sens de ce que vient de dire le docteur Guérin. C'est un petit témoignage coup de gueule. Oui. Je suis papa d'un enfant qui est lourdement handicapé et qui développe un syndrome épileptique rare et grave depuis plusieurs mois. Et donc, il y a eu nécessité de faire un électroencéphalogramme de 24 heures, ce qui suppose une hospitalisation. Et donc, ça s'est passé au CHU de Besançon. Oui. La secrétaire m'appelle, le rendez-vous a été marqué assez vite, et elle m'informe que j'ai obligation de faire un test RT-PCR pour pouvoir être hospitalisé et que mon fils soit hospitalisé. Alors, en France, on a des lois qui font que tout acte médical doit recevoir le consentement des patients. Donc, l'obligation, en fait, j'étais très surpris, j'ai demandé à la secrétaire d'où venait cette obligation, elle m'a dit c'est le règlement intérieur de l'hôpital. J'ai appelé l'ARS pour avoir un peu plus d'informations, parce que pour moi, il n'était pas question, en étant asymptomatique et en n'ayant pas de problème, d'aller faire un test RT-PCR juste par principe. Et l'ARS me dit non, il n'y a pas de loi, vous n'êtes pas obligé. Par contre, les hôpitaux peuvent vous obliger à les faire dans le règlement intérieur. Alors évidemment, c'est problématique quand un hôpital commence à considérer que son règlement intérieur est supérieur à la loi. J'ai rappelé le secrétariat, je leur ai informé que j'étais pas d'accord. Et là, j'ai eu droit à un petit chantage. En gros, oui, mais si vous faites pas le test RT-PCR, votre fils ne pourra pas être hospitalisé, donc on ne fera pas l'examen. J'ai donc informé que j'allais appeler un avocat puis qu'on allait voir les choses autrement. 2 heures après, j'ai la cadre de santé qui m'appelle pour me dire, qui me prend de haut.
Alors on essaye de marquer un rendez-vous pour votre fils, mais visiblement vous n'avez pas l'air d'être très... J'ai dit, je vous arrête tout de suite. Moi, on m'obligera pas à faire quelque chose que j'ai pas envie. Et encore moins un test RT-PCR qui sont pas fiables. Et surtout pour un électroencéphalogramme, j'ai pas. Qui sont intrusifs. Qui sont intrusifs. Elle me dit oui, mais on les fait pas pour les enfants parce que c'est intrusif. Et je lui dis mais vous savez, c'est aussi intrusif pour les adultes. Et donc elle me dit mais en fait vous avez mal compris, c'est pas obligatoire. Alors j'étais surpris parce que non seulement on me l'a dit 2 fois, mais c'était écrit noir sur blanc par email. Et même on en faisait presque une sorte de chantage, quoi. Ah mais complètement. Moi je l'ai vécu comme un chantage et je lui ai dit vous vous rendez compte que c'est de la cooptation par le mensonge. Vous essayez vous me faites du chantage à l'émotion en me disant votre fils a besoin de soins et vous êtes en train de lui refuser. Donc finalement elle m'a dit mais vous, en fait ce qui se passe c'est que c'est pas obligatoire. Vous avez mal compris, mais par contre, vous serez considéré comme contaminant en arrivant au moment de l'hospitalisation. Vous serez considéré comme contaminant. Voilà, je serai contaminant d'office. D'accord. Et donc, vous ne pourrez pas sortir de la chambre. Alors, évidemment, je lui ai dit, il n'y a pas de problème, je préfère ça que faire un test que je n'ai pas envie de faire. Et il faut savoir que si on va sur le site de la Haute Autorité de Santé, il y a donc c'est public, c'est publié, tout est acté. La Haute Autorité de Santé, elle donne comme recommandation aux hôpitaux de faire des tests RT-PCR pour les hospitalisations pour les personnes qui sont symptomatiques. Elle indique que pour les personnes qui ne sont pas symptomatiques, ça peut être intéressant, mais que de toute façon, un test négatif ne veut pas dire que la personne n'est pas contaminante et que donc la question que je peux poser, c'est mais à quoi ça sert de faire des tests? Autant considérer toute personne qui rentre à l'hôpital comme contaminante et à faire régler. Mais enfin, c'est fou qu'un hôpital fasse du chantage pour des soins pour un enfant qui est en souffrance et qui en a besoin. Bien sûr, Violaine Guérin. Quand on est en période de grippe, on n'a jamais considéré que toute personne qui entrait dans un hôpital était potentiellement contaminant, grippe ou autre, adénovirus ou autre. Donc, vous voyez déjà, ce monsieur a parfaitement raison et interpelle, c'est très interpellant. Mais on a déjà manipulé tellement les gens qu'on les met déjà en position d'accepter. Et il est formidable ce papa parce que voilà, il est lucide et il défend les intérêts de son fils. Mais on est dans une absurdité totale. On met les gens en position presque de culpabilité, quoi. De culpabilité. Exactement. Et puis de chantage. Et bon là, formidable parce que vous avez retrouvé des textes et mis la pression sur l'hôpital et il faut le faire. Mais par exemple, autre cas de figure, vous pouvez pas prendre l'avion si vous ne donnez pas votre test RT-PCR négatif. Donc là. C'est pas vrai. Écoutez, je suis parti là, problème personnel. Il y a 2 semaines, je suis parti au Portugal. J'ai pris l'avion pour Lisbonne. Sans RT-PCR ? Sans RT-PCR, sans rien. On ne m'a rien demandé, ni à l'aller, ni au retour. Donc je prends un témoignage personnel. Alors, Air France demande juste une attestation sur l'honneur pour sortir de l'Europe. Une attestation sur l'honneur qu'on n'a pas de symptômes. Ça dépend où on va. Ça dépend où on va. Moi, je peux vous dire, là, je suis resté en Europe, mais je vous donne témoignage d'hier soir. Oui. Un patient qui va au Canada. Quand je dis patient, il va bien, mais il est franco-canadien. Donc, il rentre au Canada avec son passeport canadien. Donc, non seulement test PCR obligatoire, d'attendre moins de 3 jours, plus confinement obligatoire pendant 14 jours avec application de traçage, avec obligation tous les jours de rentrer si on a des symptômes ou pas. J'ai eu un message ce matin. Donc, vous voyez, c'est pas si simple que ça. On perd la raison. Oui, mais le problème, à un moment donné, quand même, encore une fois, je ne veux pas jouer à la partie accusation-défense, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même, quelquefois, vous savez, il y a eu ce fameux problème de, quand on a rapatrié les Français de Wuhan, il y a eu les militaires qui n'ont pas été testés, et ça a été le premier cluster, vous savez, en Seine-et-Marne. Est-ce que quand même, il ne faut pas prendre des précautions autres que... À l'époque, on ne connaissait pas grand-chose. Ça, c'est vrai, c'était en janvier. Là, on a un an de recul. Exact. Donc, on sait qu'on a des traitements. On sait en plus que, grâce aux mutations, les mutants sont nettement moins pathogènes. Donc, on n'est pas du tout dans la situation du mois de janvier.
Et le mois de janvier, je rappelle aussi qu'il y avait une institution française qui s'appelle le COREB, qui est une institution qui est chargée de la surveillance des épidémies, qui avait fait des recommandations au gouvernement bien précises, justement, d'isolement, de port des masques, etc., etc. Donc c'est une institution qui est là pour justement nous sauver quelque part en cas de grande pandémie. Des lanceurs d'alerte, de vrais lanceurs d'alerte. Voilà. Oui. C'est une institution liée à l'État quand même, et toutes les préconisations n'ont pas été mises en œuvre. Donc ça, c'était en janvier. Ce que vous dites aujourd'hui, Violaine Guérin, c'est prise de conscience vraiment et arrêter un peu l'hystérie, quoi, une certaine hystérie. Je pense que chaque citoyen doit faire ce que ce monsieur a fait, c'est-à-dire demander non seulement des preuves sur la justification de telle ou telle mesure, et puis mettre la pression, parce que c'est extrêmement intéressant ce témoignage. On est en train d'apprendre que plus il met la pression et qu'il demande où sont les engagements de responsabilité finalement. L'ARS se défausse, dit c'est pas nous. L'hôpital affiche quelque chose, puis finalement quand on creuse, l'hôpital dit ah ben non finalement c'est pas nous. Voilà. Et donc il y a énormément de manipulation. Donc les preuves, ça c'est les juristes qui sont très pointus disent il faut demander les preuves. Merci Violaine Guérin. Et je rappelle donc les différents sites que vous avez nommés: Manifeste avec au pluriel _du6 liberté.org et stopcovid19.today. Eh bien, vous pouvez retrouver cette émission en podcast et sur YouTube. Et puis évidemment, Sud Radio continue avec Brigitte Lahaye. On parle d'éjaculation précoce.